Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Flashback, votre nouvelle émission mensuelle consacrée à l'actualité du cinéma classique. Chaque premier lundi du mois avec Antoine Cyr. Bonjour Antoine. Bonjour. Nous évoquerons ensemble les films d'hier qui n'ont jamais été aussi vivants à travers les nombreuses ressorties, rétrospectives et autres versions restaurées. Une émission que vous pouvez bien sûr retrouver sur séanceradio.com. Alors au programme, riche programme de cette première, nous vous parlerons des nombreuses rétrospectives, des ressorties, des éditions DVD et Blu-ray, de livres également, avec le livre d'entretien de Samuel Blumenfeld sur Pierre Rissian. Et puis nous avons également un invité de marque aujourd'hui, Jean-Pierre Lavoignat, qui est le programmateur du cinéma Les Fauvettes. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Nous allons donc commencer par les rétrospectives, nombreuses ce mois-ci, à commencer par Joseph Van Steenberg, qui a déjà commencé, qui est depuis le 31 août à la Cinémathèque française et qui aura lieu jusqu'au 2 octobre. Joseph Van Steenberg, forcément Marlène Dietrich, Antoine. Alors les films avec Dietrich, bien sûr, on va les voir dans cette rétrospective. Moi, mon préféré, c'est L'Impératrice Rouge, parce que Marlène Dietrich est dans le rôle de la grande Catherine, en princesse allemande, qui est littéralement exilée en Russie auprès d'un mari complètement dégénéré. Dans ce film... D'un kitsch absolu quand même. Enfin moi c'est ça qui est bien. Le film a été très mal accueilli quand il est sorti, il s'est fait détruire par la critique et depuis il est très réévalué comme un chef-d'œuvre impérissable. Oui, mais moi ce qui à mon avis en fait un chef-d'œuvre, c'est que Marlène Dietrich, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur son apparence, sur sa tenue, et là il y a un accord entre le réalisateur et l'actrice pour que c'est vraiment l'actrice et ses costumes, parce que il y a un jeu de miroir entre l'humeur, le moment du film et le costume qui fait de ce film une expérience incroyable dans laquelle l'histoire est racontée par le réalisateur, l'actrice et les costumes de manière complètement convergente, et je crois que ça, il y a aucun autre film de l'histoire du cinéma qui le fait aussi bien. Mais alors, si vous voulez, mon cher Antoine, voir des films de Sternberg sans Marlène Dietrich, c'est tout à fait possible aussi dans cette rétrospective. Vous aurez par exemple le magnifique Shanghai Gesture avec Gene Tierney et cette salle de casino qui est une espèce d'allégorie formidable des enfers. Vous en avez un qui est moins connu, mais qui est exceptionnel, qui est une tragédie américaine avec Sylvia Sidney, qui est un film à la Zola de Sternberg, qui en plus aurait dû être à l'origine tourné par Eisenstein. La Paramount avait fait venir Eisenstein aux États-Unis. Ils se sont aperçus que Eisenstein était communiste, donc finalement ils l'ont envoyé au Mexique. Mais du coup, ils ont demandé à Sternberg de faire le film, et Sternberg a fait un film ouvriériste qui est très étonnant, avec des scènes où un contremaître veille sur le travail des ouvrières. C'est un finalement des films les plus américains, ouvriéristes, les plus étonnants de la période. Et puis alors j'ai déjà réservé ma place pour Fièvre sur Anatan, que je n'ai pas vu, mais qui est un film mythique réalisé par Sternberg au Japon en 1953 et qui raconte comment un groupe de soldats naufragés japonais échoue sur une île presque déserte où vit une jeune femme qui va enflammer le désir de ces hommes, passer de bras en bras au point que pendant des années le petit groupe refusera d'admettre la défaite du Japon. On va se précipiter. Je rappelle aussi que... C'est un pitch. Ça, c'est un sacré pitch. Je rappelle que dans ce cycle, Van Steenberg, il y a aussi ces 3 films muets, Les Nuits de Chicago, Les Damnés de l'Océan et Crépuscule de la Gloire. Très bonne transition puisque nous allons encore parler cinéma muet avec le cycle des films muets d'Alfred Hitchcock à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, qui a démarré également le 31 août et qui se poursuit jusqu'au 27 septembre. Les 9 films qu'a réalisé le maître entre 1925 et 1929, The Lodger, Easy Virtue, The Ring,
Chantage, Downhill, Le Jardin du plaisir, The Farmer's Wife, Champagne et The Manx Man. Nous avons la chance d'avoir Dominique Ehrenfried, la directrice de la programmation de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, au téléphone. Dominique Ehrenfried, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en quoi ce cycle Hitchcock est-il un événement ? Alors c'est un événement parce que c'est la première fois qu'ils sont présentés en France réunis dans des conditions de cinéma, c'est-à-dire dans une salle, et comme ce sont des films muets, ils sont présentés en ciné-concert, accompagnés par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zigel. Donc ce sont des films qui ont été restaurés, qui ont fait l'objet d'un très gros travail de restauration de la part du British Film Institute. C'est un plan de restauration qui s'est étendu entre 2010 et 2013, où le British Institute est allé chercher dans le monde entier des copies de films d'Hitchcock pour en prendre les meilleurs passages et pour restituer les films tels qu'ils étaient au début en 1926, quand ils ont été faits par Hitchcock. Et donc ces films ont été vus sur Internet ou peut-être en DVD, mais en tous les cas, alors ils avaient été présentés au festival de Bologne, le Festival Il Cinema Ritrovato de Bologne en 2014. Mais voilà, c'est la première fois qu'ils sont présentés en France, dans un cinéma, sur grand écran et en ciné-concert. Les films seront donc accompagnés au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zigel. Alors, est-ce que c'est un accompagnement qui reprend des thèmes déjà existants ou ce sont de nouvelles musiques pour des films que l'on n'a pas vus depuis très longtemps ? Alors ce sont des nouvelles musiques parce que le cinéma muet autrefois était toujours accompagné au piano et il n'y avait pas de partition écrite. Donc c'était déjà dès les premiers temps du cinéma sur une technique d'improvisation. C'est devenu une spécialisation aujourd'hui, technique d'improvisation au piano, et il y a des pianistes qui accompagnent des films. Donc improvisation, ça ne veut pas dire qu'ils improvisent sur un film inconnu. On fait des répétitions, ils connaissent les films, mais c'est leur propre interprétation sans écriture de partition. Alors, quand on relit le fameux livre d'entretien de François Truffaut avec Alfred Hitchcock, on voit que Hitchcock avait un jugement parfois dur sur cette période-là de sa filmographie. Il jugeait Champagne ce qu'il y avait de plus bas dans sa filmographie, The Manx Man, un film très ordinaire et sans humour. Alors, on sait qu'Hitchcock avait parfois la dent dure sur son œuvre. Est-ce que ce sont des films qui sont à réévaluer aujourd'hui ? Ils sont bien sûr à réévaluer pour le témoignage qu'ils constituent, et quand on les regarde, on voit déjà, enfin sur certains films, on voit déjà qu'il y a toute la Hitchcock touch qui est déjà présente. Donc ce sont des films qui sont en dehors de l'histoire qu'ils racontent, et il y a des films qui sont vraiment très très bons. C'est vraiment un témoignage sur comment Hitchcock a démarré, comment il a construit son cinéma, quelles ont été ses références. Donc déjà, cette valeur-là est importante. Et il y a en germe tous les ingrédients qui ont fait le succès d'Hitchcock. Y compris d'ailleurs sa passion pour les blondes, puisque finalement dans les Cheveux d'or en 1926, on a un assassin qui tue les blondes. C'est le premier plan du film. C'est vraiment quelque chose de totalement précurseur de ce que sera toute l'œuvre de Hitchcock. Absolument. Alors The Lodger, c'est le troisième film d'Hitchcock. Il n'a que 26 ans quand il le réalise. C'est le premier film à suspense. Et effectivement, on voit tout. Il y a une héroïne blonde, un faux suspect, un étrangleur, de l'humour, du drame, des plans qu'on reconnaît. Quand on connaît bien le cinéma d'Hitchcock, on voit déjà des plans qu'on retrouve dans certains autres films, et puis très imprégné de l'expressionnisme allemand, puisqu'il a travaillé avec Murnau en 1924. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Hitchcock a souvent dit qu'il considérait le cinéma muet comme la forme la plus pure du cinéma. On avait presque l'impression qu'il regrettait le passage au parlant, et pourtant sa filmographie exceptionnelle a montré le contraire. Et c'est pour ça que c'est sans doute vraiment
passionnant de redécouvrir ou de découvrir ces films, c'est de voir à quel point la grammaire hitchcockienne était déjà là dès le départ en fait. Oui, parce qu'il il jouait beaucoup sur les gros plans, sur les expressions des personnages, mais ça, à la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, on a une salle spécialisée dans le cinéma muet, c'est-à-dire tout au long de l'année, on ne présente que du cinéma muet, et ça c'est valable pour tout le cinéma muet, c'est-à-dire qu'on a l'impression, moi qui suis très cinéphile et voilà, qui ai découvert le cinéma muet en fait en programmant cette salle, on voit que c'est le parlant qui a figé en fait les films, alors que le muet, on est vraiment concentré sur le jeu des acteurs, les gros plans, et puis il y a justement aussi la musique qui à chaque fois apporte des émotions nouvelles, puisqu'on peut voir le film une fois, deux fois, trois fois, le musicien qui improvise, même si c'est des thèmes récurrents, c'est jamais la même émotion, c'est l'interprétation aussi du musicien, et donc ça laisse place à énormément d'émotions différentes et d'interprétations différentes. Eh bien, merci beaucoup Dominique Ehrenfried de nous avoir parlé de ce cycle donc de 9 films muets d'Alfred Hitchcock à la Fondation Pathé jusqu'au 27 septembre. On encourage vraiment tous les spectateurs à aller découvrir ces films extrêmement rares dans des conditions vraiment exceptionnelles. Merci beaucoup Dominique. Merci. Antoine. Alors, il y a aussi une rétrospective dont il faut parler, c'est la rétrospective Agnès Varda à l'Institut Lumière à Lyon. Alors, la caractéristique de cette rétrospective, bien sûr, Agnès Varda va être là, elle va présenter des films, etc. Enfin, ça va être quelque chose de très vivant et de très passionnant. Et puis, c'est couplé avec une exposition de photos d'Agnès Varda, parce qu'on l'oublie souvent. Agnès Varda a commencé dans la vie comme photographe. Elle a un regard, d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que quand vous regardez le début de son premier court-métrage, La Pointe Courte, quand vous regardez les premières images de ce court-métrage, vous comprenez tout de suite que le cinéaste, d'abord vous comprenez tout de suite que c'est un cinéaste qui est en train de se révéler, une cinéaste, et en plus, vous comprenez que cette cinéaste est une photographe. Et puis pour finir cette rubrique rétrospective, signale également que Dario Argento, le maître du giallo, sera présent au Festival du film fantastique de Strasbourg. Vous dites ça comment, Antoine ? Du giallo. Corrigez-moi, giallo. Du giallo. Ah, voilà. Bon, voilà, nous avons un Italien dans la salle, c'est parfait. Eh bien, écoutez, vous serez peut-être là pour découvrir le maître du, comment vous dites? Du giallo. Voilà, c'est superbe. Qui paradoxalement est l'équivalent de la série noire. Parce que vous savez que la série noire a une couverture jaune, et donc giallo en italien, ça veut dire jaune. Et donc, le giallo, en fait, c'est quelque chose de très noir. Alors, la masterclass de Dario Argento aura lieu le samedi 24 septembre à 14h au cinéma Star de Saint-Exupéry, encadré par Jean-François Roger, le directeur de la programmation de la Cinémathèque française, et puis une rétrospective de pas mal de ses films, L'oiseau au plumage de cristal, Le chat à 9 queues, 4 mouches de velours gris, et puis les mythiques Frissons de l'angoisse et Suspiria. Tout de suite, l'actualité des ressorties. Parmi les nombreuses ressorties qui vont pulluler sur les écrans au mois de septembre, le plus beau film du monde, selon François Truffaut, Antoine, c'est L'Aurore de Murnau. Oui, alors Truffaut disait même, parlait avec ses copains cinéphiles et critiques, et leur disait, vous vous rendez compte, on va maintenant parler à des gens qui n'auront pas vu L'Aurore de Murnau. Et donc, je pense qu'en effet, il faut avoir vu L'Aurore de Murnau. Alors, il faut l'avoir vu, pas parce que, bien sûr, Truffaut a dit que c'était formidable, mais c'est vraiment formidable. C'est-à-dire que si un film peut nous apprendre la capacité du cinéma à nous faire vivre un rêve éveillé, c'est L'Aurore de Murnau. Parce qu'en fait, L'Aurore de Murnau, c'est justement un peu l'histoire d'un personnage qui va alterner en permanence entre rêve, cauchemar, rêve de réconciliation, cauchemar causé par son infidélité. En fait, c'est une histoire un peu simple. Hein. C'est l'histoire d'un homme qui habite à la campagne, qui vit très heureusement avec une femme très jolie, interprétée par Jeannette Guénor, qui aura d'ailleurs pour L'Aurore le premier Oscar de l'histoire. Et puis il y a une femme de la ville qui est une tentatrice qui l'attire vers des joies beaucoup moins simples. Et donc à partir de ça, il va y avoir une espèce d'errance qui va être extraordinaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Murnau, c'est lui qui a fait Nosferatu, Le Dernier des Hommes, c'est le maître de l'expressionnisme allemand. Et les Américains ont décidé de le faire venir à Hollywood. Et donc dans L'Aurore, on a le meilleur de l'expressionnisme allemand et en
même temps le meilleur de la puissance hollywoodienne, puisque c'est un film de la Fox, qui à l'époque ne s'appelait pas encore la 20th Century, et donc on a cette capacité de Murnau, qui avait si bien filmé les vampires et les déclassés d'un seul coup, de nous faire pénétrer avec une poésie incroyable dans la ville et la campagne. Il y a une façon extraordinaire du film aussi de nous montrer une réalité et de nous en suggérer une autre au même moment. Donc l'Aurore qui ressort le 14 septembre, l'Aurore qui a tellement incarné l'expressionnisme. Un autre réalisateur français culte, c'est beaucoup aussi inspiré l'expressionnisme, c'est Léos Carax, qui a 25 ans à peine, sort en 1986 Mauvais sang, l'histoire qui se déroule dans un Paris imaginaire et caniculaire au milieu d'un complot qui vise la possession d'un vaccin capable de vaincre un mystérieux virus, une allusion assez claire à l'époque au sida, une histoire d'amour fou aussi, et surtout même entre Juliette Binoche et Denis Lavant. Et surtout, ce qui est stupéfiant, c'est que le film est d'une invention permanente, c'est une alchimie stupéfiante d'images et de sons, un univers poétique très incarné par la mise en scène et aussi par la photo de son fidèle collaborateur Jean-Yves Escoffier. Alors, il y a bien sûr dans ce film des scènes cultes, on parle encore beaucoup de la course effrénée de Denis Lavant sous la chanson de David Bowie, Modern Love. Moi, une des scènes qui m'a le plus marqué, c'est la découverte de Juliette Binoche par le personnage de Denis Lavant. Ça se passe dans un bus. C'est une symphonie visuelle exceptionnelle et qui montre, à mon avis, la personnalité hors norme de Carax, son magnétisme, son mystère aussi. Et je sais, Jean-Pierre Lavoignat, donc notre invité aujourd'hui, que vous avez découvert le film à sa sortie, et je pense que ça a été un choc pour beaucoup de gens. Ah oui, parce que c'est une sorte de film poème aussi. Et puis on assiste à quelque chose qui est magique, qui est un cinéaste qui tombe amoureux de son interprète. Et Juliette Binoche a jamais été aussi bien filmée, aussi amoureusement filmée que dans Mauvais sang. Et ça se sent à toutes les images, donc c'est magnifique. Moi, la scène que j'adore, c'est quand je trouve que c'est une des plus belles scènes d'amour, même si ça ne se réalise pas. Une des plus belles scènes d'amour du cinéma, c'est quand ils sont ensemble en parachute et qu'elle s'évanouit dans ses bras. Je trouve que c'est une idée magique. C'est comme s'il déployait tout le talent qu'il a et avec des collaborateurs incroyable et puis en même temps très très moderne. Vous parliez de la course de Denis Lavant sur David Bowie, c'est une idée magnifique quoi. Il y avait quelque chose de très fort, oui, et de magique et de foi dans le cinéma aussi. C'est-à-dire il y a une sorte d'enthousiasme, de jubilation, un amour du cinéma, de jubilation à faire du cinéma qui est forcément contagieuse. Alors autre ressortie d'un film qui lui a été à la différence de Mauvais sang, a été particulièrement malmené au moment de sa sortie, vous vous en souvenez sans doute, c'est Showgirls de Paul Verhoeven que Pathé ressort le 14 septembre et c'est une excellente initiative parce qu'il est temps en effet de réhabiliter ce film. Rappelons que Verhoeven s'était d'abord fait connaître comme un franc-tireur aux Pays-Bas avec des films sulfureux, je pense notamment à Spetters, et puis exilé à Hollywood, il va malmener le genre et signer des films très corrosifs et subversifs comme Robocop et Starship Troopers qui dénoncent assez violemment la société américaine. Et puis il tourne en 92 Basic Instinct qui est un énorme succès public et critique un peu moins je crois, mais quand même à l'époque. Il avait fait l'ouverture de Cannes. Et le film était assez bien accueilli quand même. Et alors le scénariste de Basic Instinct, Joe Esterhazy, lui propose l'histoire d'une jeune femme qui veut devenir une grande danseuse de Las Vegas. Verhoeven n'est pas très convaincu, il veut plutôt tourner un film sur les croisades avec Schwarzenegger mais qui est abandonné. Il décide alors de tourner le film dont il remanie le scénario et choisit Elizabeth Berkley qui était connue, pour ceux qui s'en souviennent, pour un feuilleton qui s'appelait Sauvé par le Gong. Et puis grâce au fait que la société de production de l'époque, Carolco, était empêtrée dans le tournage de L'Île aux Pirates, il a bénéficié d'une liberté totale. Il raconte même que Pathé est intervenu pour sauver le film. C'est-à-dire, et Jérôme Sédou raconte que c'est le premier film dans lequel Pathé s'est impliqué dans la production, et il dit, pour le premier film, on a reçu le prix du pire film de l'année. En effet, puisque le film remporte en effet 7 Razzie Awards, dont le pire film et le pire réalisateur de l'année, et Verhoeven vient les chercher. Exactement, c'est l'un des très rares qui est venu les chercher. Ouais. Et ça, ça montre, à mon avis, sa personnalité. Et alors, assez vite, finalement, des réalisateurs aussi importants que Tarantino et Jarmusch vont commencer à le défendre. Et même, ce qui paraît complètement invraisemblable, mais pourtant, Jacques Rivette, qui va dire que Showgirls, c'est le plus grand film américain de ces dernières années. Et c'est vrai. qu'en le revoyant, moi aussi j'en avais pas un très bon souvenir, en effet un avis assez mitigé, voire négatif. C'est un film d'abord qui est formidablement divertissant, je trouve, en le revoyant, on voit vraiment toute la patte de Verhoeven. Et puis ce qui n'a pas plu sans doute à l'époque, c'est cette vision kitsch
et clinquant de Las Vegas, qui est, il faut le rappeler, très éloigné de celle glamour et prestigieuse de Casino de Scorsese qui sort au même moment. Et ce sont deux visions de Las Vegas qui s'opposent, et peut-être au détriment à l'époque de Verhoeven. Et puis il y a des choses très belles dans le film. La relation entre les deux danseuses qui est faite de rivalité et d'estime aussi, et qui est très belle. Il y a une très belle dernière scène entre elles de réconciliation. C'est l'histoire d'une battante, et ça c'est vraiment Verhoeven. Une battante, une opportuniste aussi, qui se joue un peu des règles, mais elle va surtout découvrir le miroir aux alouettes, et c'est peut-être ça le plus intéressant, c'est la description impitoyable d'un milieu quand même assez révulsant, extrêmement dur. Alors, c'est vrai qu'il y a une brutalité, c'est ça qui est frappant en le revoyant, une brutalité, une violence dans les scènes de danse, comme dans les scènes d'amour, comme dans les scènes de dialogue, c'est en permanence le cas. Alors, voilà, il était temps que cette réhabilitation se fasse. Verhoeven estime, lui, que le film a failli détruire sa carrière, en tout cas l'a un peu compromise aux États-Unis, et ce n'est peut-être pas son meilleur film, mais c'est peut-être un de ses films le plus intéressants sur l'homme, sur le cinéaste, et aussi sur son aspect féministe, puisque c'est finalement une femme qui quand même réussit malgré tout, même jusqu'à la fin, à prendre le pouvoir. Donc je recommande vraiment cette ressortie le 14 septembre. Oui, il faut le voir. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Verhoeven, et notamment dans ce film-là, c'est qu'on a l'impression qu'il tourne toujours, il fait toujours un tour de vis de trop. Mais dans tous les domaines, dans le choix de la lumière, dans le choix des musiques, dans la manière dont il dirige les interprètes, dans le propos, il y a toujours un tour d'écrou en trop, et c'est ça qui fait un film assez unique quand même. Et puis toujours en ressortie, alors là pour les fans de Marcel Pagnol, 3 films, Le Spoons, Topaz et Naïs. Oui, alors là on est dans un genre très différent. Oui. Soit dit en passant, il y a eu il y a quelques jours la mort à 95 ans de Jacqueline Pagnol, que l'écrivain réalisateur avait rencontré en 1938 et pour qui il avait écrit Manon des Sources. Donc cette espèce de traversée du XXe siècle là qui nous est rappelé par cet événement. Et donc au même moment, si je puis dire, ressortent 3 grandes comédies, enfin 3 grands films, plus ou moins amers ou dans la comédie, mais qui sont tous profonds et émouvants de Pagnol, avec des héros qui ont comme point commun d'être tous des grands naïfs issus du peuple, et que Fernandel incarne avec une humanité formidable, parfois dans quelque chose d'un peu tragique et parfois au contraire dans la comédie. Alors j'ai une tendresse particulière pour le Spoons, où Fernandel joue un brave gars du Midi auquel des snobs parisiens font croire qu'ils vont le transformer en star de cinéma. C'est un film absolument mythique du cinéma français d'avant-guerre, finalement qui préfigure un petit peu le Dîner de cons, et dans lequel le numéro d'acteur de Fernandel est aussi essentiel que celui de Villeray. Parmi les autres ressorties, plus brièvement, évoquons la ressortie de Macadam Cowboy de John Schlesinger, qui ressort le 14 septembre, 3 Oscars à l'époque, en 1970, film un peu emblématique du nouvel Hollywood d'alors, l'errance de 2 paumés, l'un cow-boy aspirant gigolo joué par John Voight, l'autre SDF Dustin Hoffman, tous deux à New York, et puis bien sûr la chanson culte de Harry Nilsson, Everybody's Talking. Rappelons rapidement que le film avait été classé X à l'époque, ce qui était une première pour un film oscarisé. Alors on a aussi le Carrefour de la mort de 1947, qui est un film très difficile à voir, donc c'est vraiment très bien qu'il ressorte. C'est le plus grand film du cycle urbain de Henri Hathaway, avec Victor Mature dans un rôle de gangster raté qui refuse de dénoncer ses complices. C'est intéressant parce qu'en 47, on est en pleine période du maccarthisme, et donc on a un film avec donc ce gangster qui ne veut pas donner ses complices. Et puis alors surtout dans le Carrefour de la mort, c'est le film qui a révélé Richard Widmark. Dans ce film, il incarne une espèce de psychopathe drogué qui a un rire absolument terrifiant et qui n'hésitera pas à balancer une vieille dame en fauteuil roulant depuis le haut d'un escalier. C'est une des scènes mythiques du cinéma noir. Et d'ailleurs, à l'époque, pour expliquer son casting, Hathaway avait dit « Je voulais un petit camé au visage blême et à l'allure négligée, imprévisible et capable de faire n'importe quoi. J'ai vu Widmark, il avait ses petits yeux, ce grand front, et quand il devenait nerveux, il avait ce gloussement ricanant. » Donc, ne serait-ce que pour voir les débuts de Widmark au cinéma, il faut voir le Carrefour de la mort. Le Carrefour de la mort qui fait partie d'une collection Hollywood Legend Premium, distribuée par ESC Conseil, avec 2 autres films, Aller coucher ailleurs et Backdoor to Hell, un film de Monty Hellman. Parmi toujours les autres ressorties, signalons un film, est-il encore besoin d'en parler, de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest, 1968. Le film ressort le 28 septembre. Pourquoi on en parle? Puisque c'est une version restaurée inédite
faite par la Film Foundation de Martin Scorsese et Paramount, supervisée par Martin Scorsese, qui a dit à propos de cette ressortie: à force de revoir les mêmes scènes pour vérifier l'étalonnage des couleurs, je me suis surpris à pleurer tant j'étais ému par les visages des comédiens en gros plan, par les mouvements de la caméra, la simplicité des dialogues. Les visages sont filmés comme des paysages dans des plans très serrés. Rappelons que le film a été amputé et a été plutôt un échec aux États-Unis, un triomphe en France. Près de 15 millions d'entrées à l'époque. Et toujours lié à Sergio Leone, Ennio Morricone donnera 2 concerts au Palais des Congrès les 24 et 25 septembre pour fêter ses 60 ans de musique de film. Signalons enfin le culte Taxi Driver de Martin Scorsese qui ressort le 28 septembre, Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est à moi que vous parlez? You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Listen, you fuckers, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here's a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is... You're dead. Vous êtes toujours dans Flashback, votre nouvelle émission consacrée à l'actualité du cinéma classique avec Antoine Cyr et notre invité Jean-Pierre Lavoignat. Jean-Pierre Lavoignat, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et d'inaugurer cette nouvelle émission qui est Flashback. Alors je rappelle un petit peu votre parcours très rapidement. Vous avez été ancien rédacteur en chef de Première, puis directeur de la rédaction de Studio. Vous avez écrit nombreux ouvrages sur le cinéma. Vous avez été commissaire d'exposition Romy Schneider. Bon, je ne vais pas tout citer. Et vous êtes depuis quelque temps maintenant programmateur, chargé de la programmation du cinéma Les Fauvettes, situé avenue des Gobelins dans le 13e arrondissement de Paris. 5 salles flambant neuves. Un endroit très agréable d'ailleurs, que vraiment j'encourage à découvrir avec cette grande verrière. C'est un endroit magnifique. Franchement, en toute objectivité, je pense que c'est un des plus beaux cinémas de Paris. Et tiens, d'ailleurs, ce serait ma première question. Quelle est l'origine du lieu? En fait, c'est il est lié au cinéma ou au spectacle depuis toujours presque, puisque à l'époque, en 1910, il y avait une sorte de café-concert qui s'appelait La Fauvette dans cet emplacement. Et après, il est devenu un cinéma. Donc, au café-concert, on a passé, paraît-il, je n'y étais pas, les films de Lumière, Méliès, enfin les premiers films. Et après, c'est devenu un cinéma qui s'est appelé, je crois, le Gaumont Gobelin pendant très longtemps. Et donc, c'est un lieu qui est lié au cinéma depuis presque l'existence du cinéma. Alors, comment est née l'idée d'un cinéma dédié aux films restaurés? Je rappelle que Les Fauvettes a ouvert à la fin de l'année dernière, fin 2015, et son slogan c'est « Version restaurée, émotion intacte ». Oui, c'est plus tout à fait le cas parce que on s'est aperçu qu'il n'y avait pas tant de versions restaurées que ça, mais l'idée de départ c'était celle-là. En fait, l'idée on la doit à Jérôme Sédou, qui œuvre beaucoup pour le patrimoine. Ils ont créé en face la fondation Jérôme Pathé-Sédou qui s'est ouvert 1 ou 2 ans avant les Fauvettes. Et en fait, lui, il dit que c'est en allant au festival de Bologne, qui est un festival de versions restaurées, de films de patrimoine, tout ça, qu'il a vu Laurence d'Arabie en version restaurée sur la grande place de Bologne avec je sais pas combien, 2000 personnes, et qui s'est dit mais c'est génial, il faut créer un endroit comme ça. Et il a décidé de consacrer Les Fauvettes au patrimoine. Ça fait comme un pont avec la fondation. Et il dit, et je pense que c'est vrai, que c'est unique au monde, un cinéma aussi neuf, aussi moderne, avec tout le confort de projection, de son, juste même des fauteuils, tout ça. En plus avec 5 salles entièrement dédiées au patrimoine. Alors on a un
tout petit peu perverti le concept. J'en suis responsable depuis 2-3 mois. C'est-à-dire que, par exemple, la première fois où on l'a fait, c'est j'avais voulu un cycle Almodovar. Et du coup, on s'est dit, puisqu'on fait Les Immanquables d'Almodovar, c'est bizarre de pas présenter le dernier. Et donc, comme c'était un film pâté, c'était plus facile d'inaugurer. Et donc, souvent, depuis la sortie de Roulietta, accompagné d'un cycle autour du metteur en scène. On a fait ça régulièrement. On a fait ça pour le Stephen Frears, en faisant un petit cycle Meryl Streep autour. Et là, par exemple, on fait un cycle autour de François Ozon. Et on va programmer à partir du 7 septembre le nouveau film de François Ozon, Franz, que Mars Film a bien voulu nous confier en programmation. Alors là, vous évoquez un peu la programmation justement. Quelle est votre différence? Parce que des lieux, évidemment, et on va en parler beaucoup dans cette émission, consacrés au cinéma, consacrés à l'histoire du cinéma, au film, il y en a beaucoup. Je pense évidemment à la Cinémathèque notamment, ou même les salles du Quartier Latin. Les salles du Quartier Latin. Qui sont nombreuses, le Champeau, la Filmothèque Quartier Latin et d'autres. Alors pour le coup, quelle est votre ligne de fracture s'il y en a une? Je sais pas, c'est difficile à définir. J'imagine que comme il y a 5 salles, on a un éventail plus large. Et que je pense que Jérôme Sédou est venu me chercher pour le cinéma que j'ai aimé, défendu, que ce soit à Première ou à Studio. Donc moi, il m'a répété plusieurs fois lors de nos premiers entretiens, c'est pas la Cinémathèque, le patrimoine, il s'arrête pas aux années 60, il vient jusqu'aux années 80, 90, voilà. Et moi, depuis que j'y suis, je m'amuse à dire, c'est un film sur les films du patrimoine, mais le patrimoine, il date aussi de l'an dernier, quoi. Oui, finalement, c'est le seul endroit peut-être où on peut voir beaucoup de cycles sur des réalisateurs qui sont déjà des réalisateurs classiques, mais qui sont tout à fait vivants et actifs de nos jours. Voilà, moi c'est un peu ça c'est un peu ça mon ambition, c'est d'essayer, tout en gardant aussi un regard sur le passé, genre les Duvivier, les Renoir, les Becker, tout ça. C'est aussi de dire, voilà, Polanski, vous avez aimé Ghostwriter, mais regardez Le Couteau dans l'eau, regardez Le Bal des Vampires, voilà. Et c'est peut-être un avantage par rapport aux autres salles, c'est d'essayer de les faire venir. Donc on a fait une masterclass avec Polanski, on a fait une masterclass avec Almodovar, on va en faire une avec François Ozon. L'idée est justement d'en faire un lieu vivant de partage et de transmission, même si le mot est un peu pompeux, mais c'est un peu ça en tout cas. Oui, que le passé et le présent se mélangent pas en permanence. Par exemple, sur Ozon, non seulement on fait une mini rétrospective, mais je lui ai proposé de faire une carte blanche où il a choisi 8 films qui, pas tous, mais dans la moitié éclaire un peu Franz. Il y a Le Sentier de la Gloire de Kubrick, il y a L'Ouest Rien de Nouveau de Lewis Milestone, même L'Enfance nue de Piala, il dit qu'il peut pas le révéler parce que ça révélerait trop un peu le secret de Franz, qui tourne autour du mensonge, et il dit, mais dans L'Enfance nue, il y a une scène qui m'a vraiment inspiré, une scène donc je trouve je me dis que après tout, des gens qui vont voir Franz, qui aiment le film, s'ils voient que Ozon a choisi L'Enfance nue de Piala, peut-être qu'ils viendront voir L'Enfance nue de Piala. Voilà. C'est un peu ça l'idée, c'est de créer un dialogue entre les générations, entre les époques et même entre les genres de cinéma. C'est vrai que dans la programmation Ozon, dans les films qu'il a choisis, certains ne nous étonnent pas du tout. Je pense à Lettre d'une inconnue de Ophuls, ou même Tout ce que le ciel permet de Sirk. Quand on voit certains, on pense à 8 femmes notamment, sûr, voilà, on voit tout à fait les passerelles. Il voulait aussi un Fassbinder, mais hélas, en numérique, il y a quasiment pas de Fassbinder, il y en a 2, 3 et pas les plus intéressants. Alors là, vous soulevez un problème important, j'imagine, pour un programmateur, c'est le format, parce que on numérise beaucoup maintenant les versions restaurées, mais depuis quelques années, la majorité des films, je suppose, sont encore tous en 35 mm, et encore quand on peut les trouver. J'imagine que c'est un souci pour un programmateur. C'est un vrai souci, spécialement pour nous au Fauvette, puisque Jérôme Sédou a une sorte de vision d'avenir, et qu'en fait, c'est presque, paradoxalement, c'est presque un cinéma qui est en avance sur son temps, puisqu'on a juste un projecteur 35. Il y a une salle qui est équipée avec un projecteur 35 mm, mais dont on ne peut se servir pour des raisons d'organisation, et puis de conception même du cinéma, dont on ne peut se servir que de manière exceptionnelle ou événementielle. Et en fait, on s'aperçoit, quand on veut
échapper un peu, enfin faire autre chose que juste les grands classiques et tout ça, qu'il n'y a pas tant de films numérisés que ça. C'est un peu comme si le cinéma était un peu en avance sur son temps. Par exemple, moi je vois bien, je pense que Jérôme Sédou, il est venu me chercher aussi pour les films des années 80, 90, enfin c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais quand vous regardez les films des années 80 numérisés, il n'y en a pas tant que ça. On peut pas faire un cycle Sidney Lumet, on peut pas faire Sam Peckinpah, enfin il y a 2-3 films comme ça, mais ça recrée pas une programmation cohérente, donc il faut un peu lui faire avec, quoi. Mais c'est vrai, pour nous en tout cas, c'est un vrai souci. Moi j'ai découvert ça en arrivant au Fauvette. Alors il y a non seulement le fait qu'il faut qu'il soit numérisé, mais il y a aussi le fait qu'il faut qu'ils aient un distributeur. C'est-à-dire il y a étonnamment des films très connus ou qui restent en jachère pendant plusieurs mois, où il y a tout d'un coup pas de distributeur. Par exemple, l'exemple le plus frappant qui moi m'a vraiment étonné, c'est quand j'ai fait le cycle Polanski, que j'avais appelé Les Immanquables de Polanski, Chinatown n'avait plus de distributeur. Et j'ai dit mais c'est pas possible parce que les droits étaient tombés quelques mois avant, ils avaient pas été rachetés et comme on est un cinéma commercial, on n'est pas ni la Cinémathèque, ni le Forum des Images, ni l'Institut Lumière, on fait une billetterie commerciale du CNC, tout ça. Donc on est obligé d'avoir un distributeur. Et finalement, j'ai convaincu Pathé d'acheter le film au moins quelques mois qu'on puisse le passer, mais on peut pas faire ça tous les mois sur tous les cycles, quoi, voilà. Vous relayez aussi des manifestations, ça c'est assez nouveau, notamment Cannes Classique, dont vous avez passé une bonne partie de la programmation au mois de mai dernier, avec notamment en première le documentaire de Bertrand Tavernier consacré au cinéma français. Ça, ce sont des initiatives que vous allez répéter. Ah oui, bien sûr. C'est amusant parce que lors d'un des premiers rendez-vous que j'ai eu avec Jérôme Sédou, je lui dis ce qui serait formidable, c'est qu'on soit partenaire de Cannes Classique, du Festival Lumière, du Festival de Bologne. Et il m'a regardé en riant, il me dit qu'est-ce que vous croyez, c'est déjà fait. Alors, voilà. C'était fait dans l'esprit, mais après, il fallait s'y coller concrètement. Et c'est là, justement, par exemple, à Cannes Classique, où on a été confronté à ce problème des distributeurs, c'est-à-dire il y avait des œuvres qui étaient présentées à Cannes Classique, mais que nous, on pouvait pas présenter parce qu'il n'y avait pas de distributeur. Et Bologne, alors c'était pire, c'est-à-dire que Bologne, on s'est retrouvé confronté au fait qu'il n'y ait pas de distributeur français pour certains films, et qu'en plus, il n'y ait pas de sous-titres. C'est-à-dire, c'était des films italiens sous-titrés en anglais, et donc on pouvait pas les passer dans les salles, quoi. Alors avec votre partenariat avec l'étrange festival de Gaumont, là pour le coup il y a des films qui sont plutôt rares et qui ont un distributeur qui appartiennent à la collection. Ils appartiennent au catalogue, Gaumont. donc voilà. Ça c'est bien. Oui. Mais là vous allez pouvoir voir des choses tout à fait rares, comme un film que très peu de gens ont vu, qui est la fiancée des ténèbres, qui est un des films un peu magique, mystérieux de cette période de la guerre, pour les gens par exemple qui ont aimé la main du diable. Il y a aussi Les yeux sans visage de Franju. Il y a un film avec Eddie Constantine, un des acteurs mythiques dont Bertrand Tavernier est fanatique. Et d'ailleurs on a pu voir au Fauvette Eddie Constantine mis en vedette dans le film de Tavernier qui a été présenté. Enfin ça a l'air assez jouissif quand même, ce programme. Oui, mais moi-même là c'est un choix fait entièrement par l'Étrange Festival, et moi-même il y a des films que je vais découvrir, j'avoue que je n'ai jamais vus, hein. Donc ça m'amuse tout d'un coup qu'il y ait des films que je ne connais pas et que je vais moi-même découvrir au Fauvette. Mais ça c'est la sélection de l'Étrange Festival, ouais. Parmi les autres temps forts de votre programmation de rentrée, qui montre aussi la vocation populaire à mon avis des Fauvettes. On rappelle par exemple que vous avez fait tout un cycle James Bond, il n'y a pas très longtemps. Je crois l'intégrale, c'est même la première fois qu'il y avait, alors c'était avant que j'arrive, enfin c'est au moment précis où je suis arrivé, mais c'est la première fois qu'il y avait l'intégrale James Bond dans un cinéma. On pouvait voir absolument tous les James Bond. Et là, un peu dans le même registre, le 29 septembre a lieu l'Afterwork TCM Cinéma, avec la projection de Retour vers le futur de Robert Zemeckis, mais qui est une soirée globale, je crois. Il y a de la musique. C'est des partenariats qu'on a avec. On a un partenariat avec TCM sur les Afterworks, où ils choisissent justement des films un peu soit populaires, soit que les gens de 35 ans ont adoré dans leur enfance et ils reviennent. Moi, je trouve que c'est des soirées un peu régressives, mais qui sont très amusantes. On a un partenariat avec Première aussi, qui fait un ciné-club tous les mois, en choisissant un film avec lequel le magazine a fait la couverture, et ils font venir un des talents du film. Donc ils ont quand même réussi à faire venir Jean-Pierre Jeunet, Nicolas Winding Refn. Donc il y a plusieurs partenariats comme ça, et on va essayer de les développer, ou en tout cas d'entretenir ceux qui existent. Ouais.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir donné envie d'aller au Fauvette, parce que c'est vraiment un lieu assez nouveau finalement, qui conjugue beaucoup de choses et que les cinémas un peu installés avaient peut-être oublié. Il y a une vraie vocation à la fois cinéphile et populaire. On peut s'en réjouir. Juste dans la programmation de rentrée, j'oubliais de citer également le cycle consacré à Paul Verhoeven, qui s'appelle Paul Verhoeven Recall, du 14 septembre au 11 juillet. On pourra revoir une bonne partie de ses films américains, mais aussi ses films plus récents et même le très récent Elle. Voilà. Formidable. Mais là, par exemple, pour rebondir de ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai essayé d'avoir les films hollandais, par exemple. On peut pas, ils sont pas numérisés, il y a pas de distributeur, voilà. Difficile tâche que de programmateur, mais en tout cas, merci encore Jean-Pierre Lavoignat d'avoir été avec nous. On parle maintenant des sorties DVD Blu-ray avec un film méconnu, Antoine. Un très très grand film qui sort en DVD chez Wildside, qui est l'autre de Robert Mulligan. Alors Robert Mulligan, curieusement, est souvent oublié quand on cite les très très grands réalisateurs américains, alors que en réalité, Du Silence et des Ombres, c'est lui. Film culte. On a tous grandi en rêvant quelque part de connaître ou d'être Atticus Finch. C'est aussi un été 42, c'est aussi des films un peu moins connus mais très étonnants, comme Une certaine rencontre avec Steve McQueen et Natalie Wood, et finalement Robert Mulligan, c'est souvent un cinéaste de l'initiatique, c'est souvent un cinéaste de la découverte du monde par des gens qui voient d'un seul coup arriver la réalité du monde. Et alors là, c'est évidemment encore plus accentué dans ce film, L'autre, qui est un film dans lequel on voit deux jumeaux, ça se passe en 1935, et on voit deux jumeaux, l'un qui est bon, l'autre qui est diabolique, et évidemment on va pas vous spoiler le film, mais il y a un suspense extraordinaire autour de l'identité de ces deux jumeaux, et en fait c'est un film très curieux parce que c'est une synthèse un peu de Jeux interdits et de Shining. C'est une espèce de chaînon manquant entre ces deux films qui sont très très différents. Il y a quelque chose qui est aussi extraordinaire, qui est la photo de Robert Surtees, qui est un des plus grands directeurs de la photographie, qui dans ce film, qui est quand même finalement très sombre, nous met une lumière, quelque chose d'absolument cristallin, et ça c'est très important dans la version restaurée, parce que il m'est arrivé de lire parfois des critiques de l'autre dans lesquelles on disait la lumière, la photo est un peu datée. Non, elle est pas datée, elle est d'une modernité extraordinaire, mais pour que ça apparaisse, il faut voir là le film restauré. Alors sans trop dévoiler le film, il y a quand même un procédé de mise en scène dans le film, et surtout sans le révéler bien entendu, le fait est que le film est joué par deux vrais jumeaux qui n'ont jamais retourné après, Chris et Martin Unvarnocki, que Mulligan ne filme jamais ensemble, dans le même plan. Jamais. Voilà, ça s'expliquera évidemment après dans le reste du film. Rappelons que le film est adapté du best-seller de Tom Tryon, qui était un ancien comédien et qui est aussi l'auteur de Fedora, que réalisera plus tard Billy Wilder. Vous savez que cet ancien comédien a raté sa carrière de comédien parce qu'il devait jouer avec Marilyn Monroe dans le dernier film de Marilyn Monroe qui ne s'est pas fait. Something's Gotta Give. Voilà. Et donc du coup, il a dit du coup, je vais devenir écrivain, et il s'est mis devant sa machine à écrire. Et sa carrière d'écrivain lui a plutôt réussi, ce qu'on peut donc découvrir dans cette très belle édition. Il faut le rappeler puisqu'il y a en complément une analyse assez passionnante du réalisateur Pascal Laugier, qui revient vraiment sur son amour du cinéma fantastique. C'est un entretien croisé qu'il donne avec Fausto Fazulo de Mad Movies, où il revient vraiment sur ce film, sur Mulligan, sur le cinéma fantastique, et c'est absolument passionnant. Autre sortie DVD Blu-ray également au menu, les deux films de King Hu réalisés dans les années 60-70, Dragonin et A Touch of Zen. Très très belle édition de Carlotta. Dragonin réalisé en 1967, très inspiré par Sergio Leone. On va dire que le King Hu, c'est pratiquement le créateur d'un genre, ou le recréateur d'un genre, qui est le wuxia. Wuxia, c'est le film d'aventure et de combat dans la Chine ancienne, avec des chevaliers errants, des combats, des scènes d'arts martiaux toujours très spectaculaires. Il réalise donc ce film-là en 67 après l'Hirondelle d'or. C'est un film, on va dire, assez efficace, mais qui rappelle en effet beaucoup Sergio Leone et qui a clairement inspiré Tarantino par la suite.
plus fort et plus marquant juste après A Touch of Zen qui sort en 1971, qui est un échec projeté dans de mauvaises conditions, et un certain monsieur du cinéma dont on va parler dans pas très longtemps, Pierre Rissian, le fait découvrir à Cannes où il est présenté en compétition, et là le film devient un énorme succès à Taïwan. Le film est même primé au Festival de Cannes, et c'est vrai que Touch of Zen est un film plus ambitieux et accompli. D'ailleurs King Hu le considérait comme le film de sa vie. C'est vrai que c'est frappant en voyant le film, la manière dont il est découpé, souvent dans des ambiances nocturnes, et puis il y a une atmosphère qui vise clairement le mystère, le fantastique. C'est à la fois un conte policier, un voyage intérieur, avec une fin totalement psychédélique, alors qui était très propre à l'époque. Et pour dire, on est vraiment dans une ambiance du mystère, puisque le premier combat n'intervient qu'au bout d'1 heure. Il faut quand même rappeler que le film dure 3 heures. Il est quand même un peu long, je trouve, même à la revoyure. Et tout de suite, nous allons parler d'un film mythique, Ben-Hur. Le 7 septembre, nous avons un Ben-Hur qui sort. Alors ce film sort pas en catimini parce qu'il y a des affiches partout dans le métro, mais enfin bon, c'est un film de Timur Bekmambetov, c'est un film à grand spectacle qui apparaît un peu comme un péplum comme les autres, alors que Ben-Hur, pendant plus d'un siècle, ça a été l'œuvre de fiction de tous les superlatifs, à la fois en librairie, au théâtre et au cinéma. Donc quand vous allez voir un Ben-Hur, vous n'allez pas voir n'importe quoi, vous allez voir l'héritage d'un phénomène absolument considérable. Alors tout a commencé en 1880 par la publication de Ben-Hur, A Tale of the Christ, autrement dit un récit du Christ, par Lew Wallace, qui était un général de l'armée nordiste. Donc ce général nordiste avait un engagement sincère contre l'esclavage, et on voit tout de suite un lien avec l'histoire de Ben-Hur, qui est un prince juif qui va être réduit en esclavage par les Romains, mais que son destin va transformer en personnage puissant qui veut libérer son peuple. Donc ce livre va faire un succès de librairie absolument extraordinaire, à tel point que le président des États-Unis de l'époque, James Garfield, va écrire une lettre à Lew Wallace en lui disant: écoutez, vraiment, vous avez écrit une histoire d'un bon goût et d'une richesse extraordinaire, et donc la lettre de Garfield va devenir la préface du livre, et ça va devenir le plus grand succès de librairie de l'histoire des États-Unis au 19e siècle. Il va y avoir très vite des adaptations théâtrales pirates un peu partout en Amérique, et finalement il va y avoir une adaptation théâtrale officielle qui va être une espèce de machinerie extraordinaire dans laquelle la course de chars va être représentée sur scène par des trucages. Il y a plus de 1000 personnes qui travaillent pour cette représentation théâtrale, donc c'est en quelque sorte là aussi l'ancêtre du blockbuster, et c'est au théâtre qu'arrive le blockbuster avant même d'arriver au cinéma. À un moment, on a 5 troupes qui tournent dans le monde, ce qui veut dire qu'il y a 5000 personnes qui travaillent sur Ben-Hur dans le monde entier, entre le début de l'adaptation théâtrale de Ben-Hur en 1889 et 1920, il va y avoir 20 millions de personnes dans le monde qui vont voir Ben-Hur au théâtre. Ça va devenir aussi les produits dérivés. Les produits dérivés vont partir de Ben-Hur. Il va y avoir des cigares Ben-Hur, il va y avoir des bouillies pour enfants Ben-Hur, il va y avoir des compagnies d'assurance Ben-Hur, et il y aura même des vélos Ben-Hur et des voitures Ben-Hur. Tout ça, merchandising avant l'heure. Le merchandising avant l'heure, c'est vraiment, et à chaque fois c'est toujours la publicité dit, bien sûr à l'époque Ben-Hur ne connaissait pas la bicyclette, mais s'il avait connu la bicyclette, il aurait forcément choisi un de nos vélos parce que c'était les plus solides. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire. Et le cinéma dans tout ça, me direz-vous? Le cinéma, eh bien, figurez-vous que dès 1907, il y a une adaptation de Ben-Hur au cinéma. C'est un court-métrage de 16 minutes qui est totalement minable. La course de chars, on voit quelques chars qui passent devant un mur, et puis après il y a un carton qui nous dit Ben-Hur a gagné. Bon, donc c'est évidemment pas à la hauteur ni du livre ni de l'exploitation théâtrale.
Les héritiers de Wallace, qui est mort quelques années avant la sortie de ce film, vont attaquer bien sûr le producteur de ce film, et donc il faudra attendre 1925 pour que la MGM lance cette fois-ci, enfin le début des années 1920, pour que ce qui va devenir la MGM lance l'adaptation cinématographique vraiment autorisée et à grand spectacle de Ben-Hur. Alors c'est un film énorme, c'est un film qui va coûter 3,9 millions de dollars, ce qui en dollars de l'époque est une somme absolument colossale. Le tournage débute à Rome, mais bien qu'à Rome, il est surtout pharaonique. Pour le combat naval qui intervient quand Ben-Hur est esclave aux galères, on va construire 11 bateaux grandeur nature. La scène est d'une violence rarement atteinte dans le cinéma de l'époque. Finalement, la partie tournée à Rome prend du retard, les choses se passent mal en Italie, alors qu'aux États-Unis, Irving Thalberg, le producteur de génie, est en train de prendre la main sur la MGM, et donc il décide de rapatrier le tournage aux États-Unis. Et là, il va y avoir notamment un hippodrome aux proportions gigantesques. Enfin, ils avaient déjà construit d'ailleurs un hippodrome à Rome, mais ils vont pas s'en servir, et ils vont refabriquer un hippodrome aux proportions gigantesques pour le tournage qui va être transposé aux États-Unis. La séquence va être réalisée avec 42 caméras. Parmi les plus grandes stars du studio vont venir faire de la figuration. Il y a même un débutant nommé Clark Gable qui va venir parmi les figurants. Là encore, beaucoup de violence. Le moment le plus spectaculaire de cette course de chars, donc dans le film de 1925, c'est un accident imprévu où 4 chars sont enchevêtrés, et que finalement le réalisateur Fred Niblo va conserver dans le montage. Évidemment, aujourd'hui, les ligues de protection des animaux n'accepteraient pas du tout qu'on fasse un tournage dans ces conditions. Le personnage qui joue Ben-Hur à l'époque, c'est Ramon Novarro, qui est le Latin Lover d'Hollywood, qui est alors une énorme star, mais qui mourra en 1968, oublié de tous et assassiné par 2 prostituées hommes qu'il avait sollicitées. Donc les recettes de Ben-Hur version 1925 atteindront 11 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand succès de l'époque du cinéma muet, et littéralement le premier blockbuster. Et alors, parmi les jeunes assistants qui travaillent donc sur le Ben-Hur de 1925, réalisé par Fred Niblo, qui était un des grands de l'époque, parmi les jeunes assistants figure donc un jeune Américain né à Mulhouse qui s'appelle William Wyler. Et William Wyler va devenir, à partir de la fin des années 1930, l'un des plus grands réalisateurs d'Hollywood. Il va jouer un rôle clé dans la carrière notamment de grandes actrices comme Bette Davis, Olivia de Havilland, Audrey Hepburn, qu'il va révéler dans Vacances romaines. Et donc, à la fin des années 1950, la Metro-Goldwyn-Mayer, qui avait construit sa splendeur grâce à Ben-Hur, se retrouve dans une mauvaise passe financière, parce qu'il y a la concurrence de la télévision notamment, et donc comment peut-on sauver la Metro-Goldwyn-Mayer ? Eh bien, on va appeler pour la sauver Ben-Hur. Et donc, on se dit que donc Sam Zimbalist Jr., qui est l'un des grands producteurs de la MGM à l'époque, se dit quand même, depuis qu'on a tourné Ben-Hur en 25, on a inventé le cinéma parlant, on a inventé le Technicolor trichrome, on a inventé le cinémascope. Donc tout ça, ça va nous permettre de faire tout à fait autre chose et de faire quelque chose d'encore plus spectaculaire. Mais là, Zimbalist fait quelque chose de très intelligent, c'est qu'il se dit, ok, je fais un blockbuster, je fais un film avec d'énormes moyens, très puissants, etc. Mais au fond, ça, on sait le faire. Et il va chercher William Wyler, qui est un grand cinéaste de drame psychologique, de comédie psychologique, de films dans lesquels les scènes de dialogue sont extrêmement importantes et extrêmement réussies. Finalement, les grandes scènes de bataille, et notamment la scène des chars, elle va être réalisée par une seconde équipe qui va être dirigée par Andrew Marton. Sergio Leone prétend que c'est lui qui l'a réalisé, mais apparemment c'est totalement faux. Et donc William Wyler va se concentrer sur les scènes de dialogue, sur les scènes vraiment jouées. Et c'est vrai que quand on voit le Ben-Hur de 1959, puisque c'est donc en 59 qu'il est tourné, quand on voit ce film, on se dit que c'est un film qui a une profondeur, qui est un film qui raconte vraiment une histoire. Et puis il y a des détails de réalisation, pas les plus connus, mais qui sont extraordinaires. Par exemple, à un moment, Jésus, alors il faut savoir qu'on ne voit jamais l'image de Jésus
dans Ben-Hur, et que ça, c'était une demande que Lew Wallace avait fait dès l'époque de l'adaptation théâtrale. Il avait dit, moi, je veux que Jésus, dans vos adaptations visuelles, ne soit pas visible et qu'il soit toujours suggéré. Donc au théâtre, il était suggéré par un rayon de lumière, et au cinéma, on le voyait de dos, on voyait juste sa main, etc. Et donc, dans le film de Wyler, il se conforme à cette tradition. On ne voit pas Jésus, mais à un moment, Jésus essaye de donner de l'eau à Ben-Hur, qui est devenu esclave, et il y a un centurion qui s'y oppose. Et ce centurion, qu'on voit donc pendant 1 minute, 10 secondes dans le film, ce centurion regarde Jésus, et là on comprend que Jésus le foudroie du regard, et que finalement le centurion va laisser Jésus donner à boire à Ben-Hur. Et ben il faut savoir que Wyler a arrêté le tournage pendant toute une journée, parce que le centurion qu'on lui avait amené n'était pas celui qu'il avait casté à l'origine, et il a dit, écoutez, retrouvez-le-moi dans Rome, faites ce que vous voulez, mais moi je veux mon centurion. Et en effet, quand on voit la scène, on voit que ce centurion est extraordinaire, et toute la puissance de Jésus dans le film se retrouve dans les yeux de ce centurion, qui a été extraordinairement bien choisi. Alors pour la MGM, ça s'est très bien passé. Pour Wyler, ça s'est très bien passé aussi, puisqu'il avait négocié un contrat avec 8% des recettes. Il était par ailleurs très content de retourner à Rome, où il avait fait vacances romaines. Et donc voilà, je ne prédis pas forcément le même destin au Ben-Hur qui arrive maintenant sur les écrans. Mais enfin, justement, c'était l'occasion de rappeler à quel point Ben-Hur, c'est un mythe fondateur du cinéma et de la fiction moderne. Merci Antoine pour ce grand retour en arrière sur ce film. En effet, ces films qui ont vraiment marqué l'histoire du cinéma. Nous allons parler maintenant d'un homme de cinéma, je pense qu'on peut le dire comme ça, d'un homme de cinéma à travers un livre qui sort ce mois-ci chez Actes Sud et l'Institut Lumière. Le livre s'appelle Mr. Everywhere. Ce sont des entretiens du journaliste Samuel Blumenfeld avec Pierre Rissian, préfacé par Bertrand Tavernier. Alors Pierre Rissian, c'est un découvreur de talent. Il a réalisé 2 films, il a été programmateur au McMahon, il a créé le Cercle McMahon, il a été critique, producteur, attaché de presse, découvreur de nombreux films, de pans du cinéma inconnus. C'est une personnalité marquante, et puis il faut rappeler que le 21 septembre à l'Institut Lumière aura lieu une projection du documentaire Gentleman Rissian qui sortira prochainement en sa présence. Voilà Antoine, c'est vraiment une figure finalement méconnue mais indispensable. Alors indispensable. Moi je trouve que bon, évidemment ce livre c'est un témoignage sur plusieurs décennies du cinéma, c'est un recueil de propos esthétiques aussi qui aiguise votre regard sur le cinéma, mais en filigrane on voit dans ce livre le récit de la vie d'un homme qui a tout donné, vraiment tout donné pour la passion de faire voir et revoir des films. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que on voit que manifestement, ce dont Rissian est le plus fier, c'est l'époque où il a fait partie de maisons de production comme Pathé ou CB 2000, où il suivait les films à la façon des executives, des grands studios de l'âge d'or d'Hollywood. Et malheureusement, cet âge d'or est terminé depuis longtemps, et le seul tort de Pierre Rissian, c'est peut-être d'être né trop tôt. Oui, alors c'est vrai qu'il a été producteur plutôt heureux, puisque producteur de 3 palmes d'or dans les années 90, La leçon de piano, Secrets et mensonges et Le goût de la cerise. On découvre aussi ses goûts, alors ses goûts de cinéma bien sûr. Il a vraiment des cinéastes de prédilection. On pourrait citer Preminger, on pourrait en citer d'autres. Et puis il est des cinéastes qu'il n'aime pas beaucoup. Hein. Et puis des cinéastes sur lesquels il est capable de dire, à partir de là, il fait n'importe quoi. Par exemple, Citizen Kane, surcoté, La soif du mal, boursouflé, tout à fait. Hitchcock, un showman. Oui. Alors ça c'est quand même un peu. Et puis quand il parle de pour l'exemple en disant que c'est un film d'exagération commerciale, quand on a vu ce film, c'est quand même bon, là il y va fort. Mais bon, en même temps, il y va fort avec la légitimité de quelqu'un qui a vraiment tout donné au cinéma. Ça, c'est extrêmement émouvant. Puis alors, c'est aussi un témoin quand même extraordinaire. Il y a aussi une autre chose qui me frappe dans sa définition de la mise en scène, parce que c'est très très important pour lui, il insiste beaucoup là-dessus. Il dit une chose, la mise en scène est une science exacte dont on ne connaît pas les paramètres. Et c'est très juste, et on sent qu'il a un œil, il se dit lui-même, l'œil perçant du cinéma, mais sans flagornerie. Je crois que
Il avait vraiment un œil, on l'a beaucoup appelé pour ça, on a beaucoup fait confiance à son intuition, à son regard. Donc vraiment c'est un livre passionnant, on y apprend à la fois beaucoup de choses, on redécouvre des cinéastes, parce qu'il nous parle aussi de beaucoup de films et de réalisateurs totalement oubliés. Urban Gad. Par exemple, le réalisateur danois qui paraît-il extraordinaire. Là, je vais me repencher sur lui, grand réalisateur du muet. Donc vraiment précipitez-vous sur ce livre d'entretien. Donc Mr. Everywhere, entretien de Samuel Blumenfeld avec Pierre Issian, édité chez Actes Sud et Institut Lumière. Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. C'est la fin de notre émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez bien sûr la réécouter en podcast sur séanceradio.com. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 3 octobre à 18h pour un nouveau flashback, Antoine. On sera à l'approche du Festival Lumière, qui est la grande fête de tous les passionnés de cinéma et notamment de cinéma classique, mais au sens très large du terme. Avec une besace encore pleine de ressorties, de DVD, de rétro.